Mesdames, Messieurs, bon dimanche. Mark Carney a dévoilé 6 autres projets d'intérêt national la semaine dernière dans le but de faire du Canada une superpuissance énergétique. Du gaz naturel liquéfié de la Colombie-Britannique aux minéraux critiques du Nouveau-Brunswick et du Québec, en passant par l'hydroélectricité dans le Grand Nord, les dossiers envoyés au bureau des grands projets sont parfois déjà bien entamés. Mais à quelle vitesse les Canadiens peuvent-ils s'attendre à voir des résultats? C'est un grand moment d'investir ici au Canada. Et à cause de cela, il y aura des retombées ici au Canada à court terme. Mais les grands projets, oui, vous avez raison. Les grands projets, ils sont des grands projets pour une raison. Ils sont des grands projets à moyen et long terme. Dominique Leblanc, bonjour, bienvenue aux coulisses. Bonjour, M. Thibault. M. Leblanc, ministre responsable, entre autres, du bureau des grands projets d'intérêt national. Il y a eu d'autres annonces la semaine dernière. M. Carney a annoncé 6 nouveaux projets, entre autres dans les minéraux critiques, gaz naturel liquéfié dans l'ouest du pays. Il a, durant son point de presse, admis qu'on ne verrait pas les effets de ces projets-là à court terme. Il va falloir du temps avant que ça arrive. Durant la campagne, on a promis aux Canadiens des résultats rapidement. Est-ce qu'on a trop promis là-dessus? Ben, moi, je pense pas dans le sens qu'il y a certains projets qui vont démarrer plus vite que d'autres. Moi, j'étais à Montréal la semaine passée avec le PDG et l'équipe de Nouveau Monde Graphite. C'est un projet à Saint-Michel-des-Saints, au Québec. La construction va démarrer au début de l'année prochaine, dans quelques mois. Ils vont être en production dans 2 ans. Alors ça, c'est un exemple d'un projet qui peut aller plus vite. L'expansion au port à Contrecœur, le port de Montréal, où j'étais au mois de septembre, c'était sur la première liste de M. Carney. C'est un exemple encore d'un projet qui va démarrer plus vite qu'un projet de gaz liquéfié en Colombie-Britannique, mais il faut les faire le plus vite possible, mais il faut les faire dans un échéancier qui donne des résultats à court terme, mais qui vont aussi donner des bénéfices à long terme. Qu'est-ce que ça fait comme différence de les désigner comme projet d'intérêt national alors qu'il n'y a pas de financement du gouvernement fédéral, alors que la plupart des projets n'ont pas besoin des outils qui sont à la disposition du bureau des grands projets, par exemple? Bien, encore là, tous les projets ne sont pas comme les autres. Le PDG, d'utiliser le même exemple du projet minier du Nouveau Monde Graphite, a dit que le bureau de grands projets va leur aider à boucler les dernières étapes de financement pour qu'ils puissent démarrer au début de 2026. C'est une façon d'amener ensemble des bailleurs de fonds privés, des instances fédérales, des autorités fédérales qui ont un rôle de réglementation, mais c'est aussi une façon, M. Thibault, de travailler avec les autorités provinciales. On aura des bonnes nouvelles au cours des prochaines semaines sur l'idée de harmoniser les révisions de projets pour avoir comme un projet, une approbation ou un processus de révision. Beaucoup de provinces sont très prêts à signer avec nous des ententes qui vont accélérer, éviter le dédoublement. Alors, c'est une série de mesures qui fait en sorte que on va aller plus vite qu'on aurait pu aller il y a 1 an, il y a 5 ans. Donc, vous allez confier aux provinces le soin de faire des études d'impact environnemental, par exemple? Ou qu'est-ce que vous allez confier aux provinces? Bien, c'est ça. Bien, confier aux provinces. Est-ce que les provinces vont confier au gouvernement fédéral certaines approbations? C'est possible aussi. Il ne s'agit pas de déléguer ou confier ou évacuer la juridiction fédérale ou ni de demander aux provinces de faire ça non plus. Dans certains cas, encore là, tous les projets ne sont pas les mêmes. Un projet minier qui relève pas les questions, par exemple, sur la loi sur les pêches est différent qu'un projet d'expansion d'un port de mer à côté de l'océan. Alors, l'idée, c'est de s'asseoir avec les provinces, de signer une entente qui va amener beaucoup plus de certitude ou beaucoup plus de confiance à des investisseurs, à des promoteurs de projets, que les échéanciers vont être respectés. Ils ne vont pas être obligés de soumettre à 2 différents gouvernements, effectivement,
les mêmes évaluations. Un mot sur l'Alberta. Mme Smith, cette semaine, a été relativement satisfaite de la seconde liste, en disant on travaille sur une entente avec Ottawa. Ce qu'elle veut, Mme Smith, c'est un pipeline de bitume qui va vers l'ouest, vers la côte ouest. Elle laisse entendre que la satisfaction de son gouvernement passe par là. Est-ce qu'il y a une façon pour Ottawa, dans une lettre d'entente quelconque, de lui donner ce pipeline-là, d'éliminer certains des éléments réglementaires fédéraux qu'elle voudrait voir disparaître, comme par exemple l'interdiction de bateaux-citernes sur la côte ouest, par exemple? C'est un bon exemple d'un enjeu qui est important pour le gouvernement fédéral. Il n'y a pas de doute, le gouvernement de l'Alberta, Mme Smith a décidé de préparer, si vous voulez, comme proposition, le gouvernement de l'Alberta deviendra à court ou à moyen terme le promoteur d'un projet qu'elle a dit publiquement qu'elle a l'intention de déposer au gouvernement fédéral au printemps prochain. Cependant, nous avons dit, M. Carney a été très clair, qu'il y a un autre projet qui nous intéresse beaucoup en Alberta, que ça s'appelle Pathways. C'est des compagnies énergétiques qui vont avancer d'une façon très importante. La capture du carbone. La capture et le stockage de carbone. Alors, si ultimement, on a un projet de pipeline, que ce soit vers l'ouest, la côte ouest du Canada, possiblement, les Américains nous ont parlé du projet Keystone XL qui ira au sud vers les États-Unis. Alors, ces projets vont être évalués par le gouvernement fédéral, beaucoup en fonction de comment on peut avancer sur la question du capture et du stockage de la carbone. Est-ce que sur des projets comme ça, si vous allez de l'avant avec les requêtes de Mme Smith, vous risquez de perdre certains collègues? Je pense à M. Guilbeault, je pense à certains membres plus progressistes de votre cabinet, Karina Gould, Patty Aido, qui sont pas, dans certains cas, très confortables avec l'idée d'un oléoduc. Moi, je pense pas qu'on va perdre des collègues qui se sont présentés sous la bannière libérale avec M. Carney lors des dernières élections. Alors, je pense que l'idée de perdre des collègues est un peu exagérée. Monsieur Guilbeault aurait de la difficulté à vivre avec une approbation d'un pipeline, je pense. Écoutez, vous pensez ça, Stephen Guilbeault est un de mes amis, je l'estime beaucoup, il contribue énormément à notre gouvernement dans plusieurs contextes de politique publique. On lui parle de tous les projets majeurs souvent, je lui ai parlé plusieurs fois la semaine passée. J'ai pleine confiance qu'on va travailler avec tous nos collègues afin d'élaborer des projets qui vont en même temps répondre aux besoins économiques urgents de la crise que l'économie passe à travers, en grande partie à cause des tarifs douaniers des États-Unis. Mais en même temps, ça ne veut pas dire qu'en faisant ces grands projets à une vitesse que peut-être n'a pas été pensée il y a quelques années, il faut évacuer nos obligations climatiques ou les cadres réglementaires qu'on s'est donnés comme pays. Un mot sur, vous avez abordé les négociations avec les États-Unis. C'est toujours au point mort. À combien de temps le Canada peut attendre une reprise des négociations avec la Maison-Blanche? On va attendre le temps nécessaire d'avoir une entente qui est dans l'intérêt du Canada. Encore là, une chose qu'on a appris de M. Trump, c'est qu'il est un peu imprévisible. Si quelqu'un nous avait dit vendredi soir, quand M. Sebia et moi, on est partis de Washington, que le lendemain ou dans sa soirée même, il allait suspendre les négociations, moi, j'aurais pensé pas que c'était possible. On sait aussi qu'il peut changer d'avis assez vite puis décider qu'il est intéressé, par exemple, par le pipeline Keystone et qu'il veut reprendre des conversations avec le Canada. Alors, on accepte que pour le moment, moi, la semaine prochaine, je serai à Ottawa, il y a des votes sur le budget, je m'en vais à Yellowknife rencontrer des ministres du commerce intérieur du Canada, de toutes les provinces et territoires. Alors, on fait le travail qui est nécessaire, mais on sera prêt à retourner à Washington assez vite si le moment se présente. Bon, demain, vote sur le budget, justement, vous allez le gagner, le vote? Est-ce que vous êtes inquiet de l'issue du vote? Inquiet, non. Moi, je pense qu'il y a toutes sortes de bonnes raisons pour différents députés ou partis d'opposition de vouloir que le budget soit adopté. On verra la semaine prochaine.
Mais il faut qu'ils assument leurs responsabilités aussi. On a écouté les partis d'opposition, on a écouté les chefs des partis d'opposition. Il y a plusieurs mesures dans le budget que toutes les formations d'opposition ont avancées. Alors, s'ils décident pour leurs raisons de faire quelque chose qui n'est pas dans l'intérêt du Canada, mais ils vont assumer cette décision-là. Dominique Leblanc, merci d'avoir été des nôtres. Merci à vous. Bonne semaine.